Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc une émission spéciale. Donc je ne vais pas faire un résumé complet de ce qu'on avait démarré au mois de janvier, mais les événements font que on a eu pas mal de demandes pour faire un bilan. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour ceux qui nous suivent régulièrement là, le 15 avril sur la cybersécurité. Donc là, on va rebondir sur les aspects liés à la cybersécurité parce qu'il y a pas mal de choses qui ont évolué. Donc, j'accueille pour la seconde fois l'adjudant des prêts. Merci en tout cas de votre présence. Merci à vous de nous recevoir une nouvelle fois. Ben, c'est un grand plaisir. Donc, je pense que dans un premier temps, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait un bilan des incidents de cybersécurité qu'il y a eu là depuis le mois de janvier, qui était annonciateur d'une mauvaise série, on va dire ça comme ça. Ensuite, on parlera des actions concrètes qui ont été mises en place parce qu'on a vu que, comme ça a pris des proportions, je dirais que les instances publiques ont aussi réagi et ont mis en place un certain nombre de choses. Ensuite, on passera sur les moyens qui sont mis à disposition aujourd'hui pour vous permettre d'agir de façon concrète et efficace. Et puis, je pense qu'on finira, comme toujours, par les recommandations en matière de protection. Et puis, je passerai la parole ensuite à Romain Galetti, qui lui aussi a mis en place un certain nombre de choses, notamment en préventif. Et puis, on verra aussi le curatif, parce qu'il va falloir que nous aussi, en tant qu'opérateur de services numériques, on se mette au niveau. Donc, c'est important. Donc, juste pour commencer, par conséquent, le bilan aujourd'hui des incidents depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que je ne sais pas si. Alors effectivement, on a toujours une évolution constante qui est plutôt malheureusement positive dans le sens où la courbe reste en montée, avec des actions toujours concentrées sur le rançongiciel, l'hameçonnage et puis l'arnaque au président, et qui touchent de plus en plus les collectivités ou les entités publiques. C'est-à-dire qu'on a constaté effectivement que le cybercriminel, en plus de vouloir s'approprier des données ou de l'argent, veut montrer sa capacité à nuire aux instances politiques ou publiques dans ses actions, voilà, en paralysant certains systèmes qui ont parfois un rapport avec la crise sanitaire actuelle, et parfois non. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est ce qu'on évoquait. Il semblerait que les hackers sont aussi, eux, en train de s'organiser. Donc là, récemment, on lisait dans la presse qu'il y a ce qu'ils appellent le RAS, c'est-à-dire le Ransom as a Service, c'est-à-dire que les hackers aujourd'hui s'organisent pratiquement comme une société, un peu mafieuse, en disant je te vends un rançongiciel à un certain prix. Alors les chiffres parlaient de 3000 $ qui étaient donnés. Donc à des hackers, on va dire juniors, entre guillemets, avec donc l'infrastructure qui est en place. Et derrière, ces mêmes personnes qui ont vendu récupèrent 30% des gains de ce rançongiciel. Enfin, on arrive à des choses qui commencent à. Donc j'imagine que ça, évidemment, vous le savez, vous le voyez, je ne vais pas dire au quotidien, mais vous le voyez de temps en temps. Donc comment justement vous allez vous adapter, vous aussi, en termes d'organisation, et puis aux moyens techniques, humains et puis financiers, j'imagine, pour contrer ce genre de. Ça devient des sociétés, là on peut parler de sociétés mafieuses qui s'installent aujourd'hui et qui ne sont pas forcément en France, en plus. C'est ça, donc vous l'avez bien souligné. Précédemment, on avait plutôt trois corps de métier, si je puis dire, au sein de la sphère de cybercriminalité. Et donc il y a une quatrième mouvance qui se détache, puisque nous avions ce que nous appelions les étudiants qui étaient des hackers, des cybercriminels qui voulaient faire la démonstration de leur capacité à nuire, tout simplement. Nous avions ensuite derrière plutôt les équipes organisées pour s'approprier vos biens à votre insu ou par le biais d'un rançongiciel plus classique. Et puis vous aviez la cybercriminalité étatique, avec des pays historiquement très forts dans cette matière-là, pour faciliter le travail de leurs entreprises publiques ou dans le cadre de marchés d'armement, ou pour paralyser l'économie d'un pays rival, ce genre de choses. Effectivement, là, il y a un quatrième corps qui se détache, c'est les structures organisées. Donc la criminalité organisée, comme on peut la connaître en présentiel, maintenant se décline aussi en cybercriminalité, avec notamment le vol de données qui permet d'être vendu sur le darknet et donc d'avoir des sites marchands criminels, et effectivement des solutions clés en main pour certains criminels qui voudraient eux-mêmes pratiquer certains faits au détriment des professionnels notamment. Ça se démocratise, quoi. C'est ça. Et l'avenir du délinquant, effectivement, tend à se généraliser sur la toile, sur Internet, puisqu'il y a moins de risques, vous êtes en distance, à distance
de la personne. Hein. Sur un cambriolage, si la victime rentre chez elle ou si les gendarmes sont dans le coin, vous avez quand même une chance en tant que délinquant de vous faire attraper. Quand vous êtes à distance avec le réseau numérique, forcément, votre risque s'amenuise. Voilà. Et donc en termes d'organisation, est-ce que vous avez mis des choses en place? Je sais qu'il y avait pas mal de formations qui avaient été mises en place à la fois au sein de la gendarmerie et puis d'autres instances, plus après du préventif avec l'ANSSI, avec laquelle vous travaillez, j'imagine aussi. Donc en termes d'organisation aujourd'hui, par rapport à ça, comment vous allez vous organiser pour contrer ces gens-là? Parce que l'organisation devient assez... Alors il y a déjà quelques mois, nous avions mis en œuvre la brigade numérique, dont le site est implanté sur la commune de Rennes. Et à cause de la Covid, cette unité qui est physique, mais qui répond favorablement aux demandeurs par Internet, a gonflé en effectif et s'est vu renforcé quand il y a des périodes de crise, notamment en période de confinement, hein, puisqu'on consomme davantage par Internet que lorsqu'on peut se déplacer dans les commerces. Donc les commerces marchands sont la cible de cybercriminels, et donc la brigade numérique peut compter à la fois sur des réservistes opérationnels, donc des particuliers, y compris des professionnels de la sûreté numérique, et ainsi que par des gendarmes d'actifs qui se mettent à disposition de cette unité pour venir les renforcer à distance, pour répondre aux sollicitations des administrés. Hein, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit par réponse à un email, soit par un chat. Hein, et si la réponse n'est pas opportune, la personne est renvoyée vers la gendarmerie la plus proche, et la gendarmerie est contactée directement par la brigade numérique. Donc concrètement, je me connecte comment? Il y a un site particulier ou comment? Vous faites sur votre moteur de recherche brigade numérique gendarmerie, vous allez tomber directement en première ligne sur eux. D'accord. Et toutes vos problématiques, pas que numériques, hein, toutes vos problématiques de sûreté, de malveillance seront prises en compte par cette unité. Qui prend en compte à distance. Donc c'est un point central, un point d'entrée en fait, qui va dispatcher ensuite. C'est une plateforme de réponse en temps réel qui tend à se développer, puisque grâce cette fois à la Covid-19, forcément nous avons nous-mêmes dû nous adapter à ces problématiques de confinement et donc apporter une solution plus adéquate à ces problématiques, puisque nos concitoyens sont perpétuellement victimes de certaines tentatives ou certains faits. Et donc il est nécessaire de pouvoir leur répondre sans délai à leur démarche. Voilà. En réalité, la crise a parfois du bon, c'est ça? C'est ça. Ça accélère l'innovation. Hein. Il y a eu une seconde innovation, si je puis dire, de la gendarmerie, c'est qu'il y a eu une fusion de certains services qui étaient dédiés à la sûreté numérique ou à la gestion des problématiques sur Internet, pour créer un commandement pour le cyberespace. C'est-à-dire que l'ensemble de la gestion d'Internet par la gendarmerie, quelle que soit la problématique de gestion ou l'effet escompté, est maintenant piloté par ce commandement. Donc il regroupe à la fois les 150 enquêteurs en nouvelles technologies qui sont appuyés par les 4300 correspondants en nouvelles technologies que vous avez sur l'ensemble du territoire national, et en même temps notre réseau de systèmes de sécurité d'information, qui sont constitués de techniciens SIC, et qui sont là plus pour apporter des solutions en matière de gestion des réseaux et de gestion des outils numériques. Voilà, donc l'ensemble de ces militaires sont maintenant dans un seul commandement, avec des déclinaisons locales, hein, donc avec la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces, comme on peut l'avoir dans chaque groupement de gendarmerie. Et c'est donc le cas à Nantes, voilà, ou à Angers, au Mans, etc. Vous avez des cellules constituées dédiées à la tâche. Voilà. Et qui se coordonnent, j'imagine, entre elles après pour mettre des actions en place C'est ça. Alors après, vous aurez toujours un échelon central, puisqu'effectivement, les autres entités étatiques, hein, donc l'ANSSI ou la CNIL par exemple, mais également la structure de cybermalveillance.gouv.fr sont là pour à la fois recenser les problématiques que les citoyens peuvent rencontrer sur Internet ou dans leur usage courant des moyens de paiement par exemple, et à la fois apporter des solutions, notamment par la production de nombreux guides ou en donnant des agréments sur certaines solutions numériques. D'accord. Donc ça, c'est les moyens plutôt techniques. Donc là, on a vu les moyens humains, donc un recrutement, une nouvelle organisation, une fédération en fait des ressources humaines pour agir, des moyens techniques avec en effet un certain nombre de... j'ai vu que vous publiez beaucoup de choses maintenant avec des guides cybermalveillance, comment réagir. Et après, concrètement, comment vous agissez? Parce que l'entreprise vous appelle, enfin, comment ça se passe Alors, il y a
Suivant l'activité de l'entreprise, parce que vous imaginez bien qu'il y a des entreprises dont l'activité est sensible, donc elles sont déjà suivies par soit la DGSI, soit la DRSD, soit les renseignements territoriaux, ou par nos services de renseignement à nous, non pas dans la recherche et la captation d'informations, mais plus dans l'échange et dans la prise en compte très précoce de problématiques qui pourraient être rencontrées. Donc, notamment pour acculturer l'entité aux problématiques qu'il peut y avoir. De là, on a découlé aussi pour les autres entreprises, comme on le fait aujourd'hui, des solutions de communication, soit par voie de presse, pour certaines corporations, on pourrait dire les petits artisans, les petits commerçants indépendants, le monde agricole aussi, on sous-estime l'impact que peut avoir la cybercriminalité sur le monde agricole. Et puis, donc, il y a toutes les actions de prévention dans le cadre de webinaires ou de visioconférences, à la fois entre professionnels de la cybersécurité, et à la fois dans le cadre de clubs d'entrepreneurs, des clusters. Alors c'est malheureusement pas la bonne période, mais ça s'appelle également comme ça, donc des groupes d'une filière, d'une chaîne de professionnels au sein d'une même filière, donc souvent qui sont organisés en clubs de professionnels, mais au sein de la même filière, pas forcément tous dans la même matière, mais au moins dans la même filière. Et donc ça, c'est des moyens de sensibiliser en masse, et cibler en plus notre sensibilisation en matière de prévention des cybermenaces. D'accord, donc aujourd'hui on reste quand même plus sur des actions ponctuelles de prévention, sur des secteurs d'activité, avec des personnes bien particulières, donc des chefs d'entreprise, typiquement. Voilà. Et j'imagine que dans une deuxième phase, après, ça va être plus d'actions, entre guillemets, alors en coordination, j'imagine peut-être avec aussi d'autres services ou des sociétés privées qui peuvent intervenir aussi, j'imagine. Donc, ok, merci pour ce point. Est-ce que, on avait évoqué quelques chiffres tout à l'heure, parce qu'au niveau de la région, typiquement ici, est-ce qu'on a des choses un peu plus précises par rapport à ce qu'on a évoqué au mois de janvier? On a parlé des collectivités. Alors effectivement, en chiffres bruts, on n'aura pas d'indicateur spécifique aux menaces dont sont victimes un hôpital plutôt qu'une mairie, plutôt qu'une entreprise industrielle, etc. Par contre, on a les grands phénomènes qui ont été constatés et médiatisés, comme la ville d'Angers qui a subi pendant plusieurs semaines, je ne suis même pas sûr qu'elle se soit encore remise totalement de la cyberattaque dont elle a été victime. Vous avez les organes de presse, aussi Ouest France et Presse Océan, qui ont été ciblés par des attaques, des cyberattaques. Vous avez également le CHU de Nantes, qui a fait aussi l'objet de cyberattaques un petit peu dans les mêmes périodes. C'est vraiment, il y a eu une intention de nuire au fonctionnement des entités politiques et des structures sanitaires. On a constaté qu'il y a à la fois aussi forcément le vol de données. On pourrait imaginer que l'appropriation des données médicales, y compris financières, parce que quand vous êtes un assuré de l'assurance maladie, vous avez aussi vos moyens de paiement pour vous faire rembourser. Et donc si on arrive à capter l'ensemble de vos données grâce à une faille trouvée dans un hôpital public ou privé, c'est quelque chose qui peut se revendre soit pour s'approprier des données bancaires pour ensuite commettre des fraudes financières, soit pour créer des fausses identités. On pourrait imaginer ça aussi. Alors vous diriez quoi que ce sont, parce qu'elles ont été ciblées parce qu'elles sont moins protégées. Alors j'ai entendu tout à l'heure, comme vous disiez, ils veulent s'attaquer aussi à des références, entre guillemets, donc, dans le domaine public, dans le domaine médical. Mais est-ce que ces entreprises-là, ces références, sont moins protégées aujourd'hui parce qu'elles manquent de moyens? Enfin, c'est quoi le... Alors, dans la logique, c'est plus l'entité est grande, plus il y a de risque de vulnérabilité. Donc c'est un ciblage. Voilà. Il y a soit la structure est très petite, et là, il n'y a aucune protection qui a été prise, aucune prévention qui a été prise par l'entité elle-même. Donc c'est une passoire. Donc là, c'est la petite structure, l'indépendant, la TPE, PME. Et puis après, vous avez le géant. Et là, dans le géant, il y a toujours la faille humaine. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pouvez vous-même faire une erreur, parce que, et ça on le verra certainement dans une de vos dernières questions, il y a aussi la façon d'utiliser l'hygiène numérique, comme on l'appelle, qui fait que forcément, il est de coutume de dire que en problème de cybercriminalité, il y a aussi la problématique de la personne qui se trouve entre l'écran et le siège. Et donc forcément, comme dans toute problématique d'atteinte au bien, y compris sur tout ce qui est immatériel, souvent vous avez une erreur humaine ou
un vol endogène. C'est-à-dire qu'il y a aussi des salariés qui peuvent s'adonner à certaines libertés, hein, et fournir des moyens à quelqu'un qui a, lui, les capacités d'exploiter ce qui aurait pu être dérobé. Alors apparemment, oui, ce que j'ai en effet constaté, et enfin surtout lu, pas constaté forcément, mais c'est que le problème est plus souvent en interne qu'on l'imagine. C'est-à-dire que on a parlé de plus de 60% des cas, c'est un problème en interne, donc de malveillance interne. Un employé qui a eu peut-être des soucis avec sa hiérarchie, enfin peu importe. En tout cas, oui, ça vient plus souvent de l'interne, en effet. Comme les délits d'appropriation, hein, là aussi, ce sont des chiffres de la structure elle-même. Hein, dans les très grandes surfaces, il est connu que le premier des voleurs, c'est le salarié. La démarque inconnue, on a voilà, c'est ça. La démarque inconnue. Bon, il y a aussi dans la démarque inconnue le vol à l'étalage. Mais il y a le livreur qui, dans ses 15 palettes, oublie d'en livrer une, et puis vous avez celui qui met en rayon et qui met, au lieu de mettre 15 paquets de bonbons, il en met que 14. Ouais. Hein, et ça, à la fin de l'année, c'est Par du chiffre d'affaires qui est une ligne importante pour l'employeur. De 2 à 5%, ouais, ça peut monter très haut. Donc en conclusion, qu'est-ce que, alors voilà, reprenons un peu la bonne hygiène informatique. Qu'est-ce que, voilà, bon, juste en résumé, avant de passer à Romain Graletti qui va nous proposer peut-être des outils dans le concret et puis ce qu'il vit au quotidien. Voilà, quelques recommandations sans rentrer trop dans le détail. Oui, oui. La plus simple des hygiènes numériques, c'est déjà de cloisonner sa vie privée de sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on constate encore régulièrement que le même support numérique, le même ordinateur, avec une session, voire sans session, sert à la fois pour faire ses courses sur un site marchand et à la fois pour gérer les comptes de l'entreprise. Donc là, ça peut être une problématique, surtout quand on envoie avec son mail professionnel une invitation pour une soirée ou qu'on envoie un moyen de paiement dématérialisé par sa boîte professionnelle alors qu'on fait des courses sur un site marchand. Donc ça, c'est la base. Mais il faut le rappeler, puisqu'on le constate encore régulièrement. D'autant qu'avec le télétravail, les gens sont partis avec leur PC. C'est ça. Ça, c'est la deuxième des pirateries. C'est-à-dire qu'à la fois dans les moyens de transport, on est souvent Bluetooth, en Wi-Fi, etc., non sécurisé, et donc tout ce qui est hertzien peut se capter. Donc si ce n'est pas crypté, forcément la donnée peut être captée, elle. Et donc ça peut être une des méthodologies du délinquant. Alors effectivement, vous avez aussi éteindre son ordinateur tous les soirs. C'est quelque chose d'assez basique qu'on ne préconisait pas avant, mais qu'il faut préconiser maintenant. C'est-à-dire que quand vous redémarrez votre ordinateur le matin, vous avez quand même certaines de vos solutions de sûreté numérique qui vont faire une mise à jour. Hein, ou alors, même votre antivirus va davantage chercher les virus qui ont pu être installés, puisqu'il va faire une lecture complète au réallumage de l'ordinateur. Vous avez les autres mises à jour qui ne se font pas automatiquement, qu'il faut faire régulièrement, que ce soit le pare-feu, l'anti-spam, l'antivirus. Ça, c'est le triptyque de base. Hein, vous avez d'autres solutions en plus de tout ça. Et puis, il y a au final tout ce qui est support de stockage amovible. Donc là, c'est pareil, vos images de vacances ne doivent pas être sur votre ordinateur de travail, et puis une clé USB ne doit pas être prêtée entre collègues de travail. Voilà. Et vous devez avoir une clé USB pour la comptabilité de l'entreprise, une clé USB pour les photos commerciales de l'entreprise, une clé USB pour les plans secrets de fabrication de votre industrie. Voilà. Et pas mélanger tout, et surtout pas le privé du professionnel. Voilà. Ça, c'est vraiment la base, mais si on arrive déjà à ça, on aura fait avancer beaucoup la problématique. Eh ben, merci en tout cas de nous avoir fait avancer, parce que depuis janvier, je pense qu'on a appris pas mal de choses. Donc, moi, je pense que le sujet est suffisamment vaste. Je pense qu'on sera amené à se revoir. Avec grand plaisir. Merci. On fera certainement une émission un peu plus large, j'espère, dans des conditions un peu plus joviales, on va dire, avec l'ensemble de toutes les personnes qui sont intervenues. On va essayer de se faire ça sur septembre, octobre. Donc, mais au plaisir de vous recevoir. Encore merci pour votre intervention. Je vais accueillir Romain Graletti maintenant. Donc, Romain a plus les mains dans le cambouis, si je puis dire. Romain, bonjour, pardon. Donc, en tant qu'opérateur de services numériques, hein, j'imagine que pour répondre aux attentes des clients, bon, déjà on voit que beaucoup de choses ont évolué depuis janvier, donc les choses sont en train de s'organiser. Alors on ne va pas dire dans le bon sens, puisque finalement
ça prend des proportions qu'on n'avait pas forcément imaginées, même nous aujourd'hui, il faut être très très clair. Donc, de votre côté, est-ce que vous avez constaté des choses, des incidents, alors chez vos clients ou chez des prospects? Alors, chez le client, on a la chance de plutôt bien protéger nos clients. Donc aujourd'hui, c'est pas le cas. Pas de clients touchés. Hélas, des prospects touchés, évidemment. Quand une entreprise est touchée, elle va remettre en cause son prestataire. C'est à peu près la première chose qu'elle fait. Ou alors, elle n'avait pas obligatoirement de prestataire aussi attitré. C'est aussi la problématique de la TPE, petite PME. C'est que l'informatique était peut-être mis un peu en second rang, second couteau. Donc, on ne mettait pas beaucoup de budget, même si on n'est pas là pour dépenser des centaines de milliers d'euros. Mais on ne prenait pas vraiment la conscience du problème. Donc, pas de prestataire attitré à cette partie-là. Sans parler de RSSI, choses comme ça. C'est déjà pas de bonne conduite, pas de bonne pratique, pas d'implication de la direction de la sécurité informatique. Donc des collaborateurs qui ne font pas attention. Parce que on a déjà parlé la fois, c'est assez pyramidal. Si la direction ne prend pas le problème à bras le corps, en général les strates qui sont en dessous prennent pas le problème à bras le corps. Comme le RGPD, c'est pareil. Et donc voilà. Donc c'est un peu le même combat. Et donc on se retrouve avec des prospects qui viennent nous voir pour soit ils sont passés juste à côté de la cata et du coup ils veulent absolument pas tomber dedans, donc on essaie de sécuriser au plus vite. Soit ils sont déjà tombés dedans, donc là les process sont plus longs, reprise de la donnée pour essayer de faire redémarrer la société déjà dans un premier temps, et puis très rapidement, second temps, sécurisation des accès, des postes, formation des utilisateurs et tout ce qui... Le classique, ce qu'on vient d'évoquer. Tout ce que les gens n'ont pas fait depuis janvier, il faut qu'on le fasse dans la semaine. Voilà, le planning se résume à peu près à ça. Il faut être très, très réactif et puis être capable de proposer la sensibilisation aux utilisateurs. Enfin, moi, je parle beaucoup de ça, mais j'y crois beaucoup. Je pense que la sensibilisation aux utilisateurs et tout ce qu'on entend aussi fait partie de ça. Si l'utilisateur n'est pas sensibilisé, ça n'avancera pas. Ouais, donc, il ne fera pas attention. Donc concrètement, quand vous arrivez, pour le coup, c'est un prospect, si j'ai bien compris. Donc quand vous arrivez, est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour capter de l'information déjà? On a mis en place questionnaire sécurité. D'accord. C'est un petit bilan. Donc moi j'avais tendance à dire 15 questions, mais on m'a dit plutôt 40. Je vois pas les questions passer en fait au fil de l'eau. Alors bon, on va dire que c'est une petite demi-heure de travail avec le client. Avec le client en frontal, souvent on va dire plutôt un acteur de la direction. Pour voir l'application, parce que c'est là aussi qu'on va juger le taux d'implication de la direction. Donc après bilan voilà, bilan, ça permet de voir c'est propre, c'est pas propre, c'est entamé, il y a un peu d'implication, il n'y en a pas du tout. Maturité. Voilà. Et en gros, on peut tirer de là une liste de choses à faire. D'accord. Urgente, très urgente pour certains clients, et après urgente, moins urgente, et puis travail au fil de l'eau sur le long terme. Le but aussi, c'est pas de faire one shot, on fait plein de choses d'un seul coup. Ça embête tout le monde, pour pas dire autre chose. C'est rébarbatif parce que d'un seul coup, on nous parle que de ça. Et puis 3 semaines après, il n'y a plus personne, on n'est plus là, on n'existe plus, la facture est faite, en gros, et puis on est parti. Le but, c'est pas ça, c'est plutôt d'essayer justement de corriger tout de suite ce qui ne va pas, et après de former sur le long terme. Donc un programme de sensibilisation. Voilà, avec des outils. D'accord. Pareil, on travaille avec un partenaire historique là-dessus. Outils en ligne pour former les utilisateurs, les collaborateurs à la bonne démarche en fonction, comme on disait, tout ce qui est non sollicité. Je veux dire, on en est farci aujourd'hui. Vous avez votre téléphone dans votre poche qui vibre en permanence pour des choses non sollicitées. C'est de la pub, c'est des liens pour. Vous avez votre colis à aller chercher, mais il faut payer les droits de douane par carte bleue. Je n'ai pas de colis pourtant, mais bon, je veux quand même que ça arrive chez moi. Ou alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma femme. Voilà, c'est l'autre qui l'a fait dans le compte de trucs. Alors on finissait par payer, et c'était surtout ce qu'il fallait pas faire. Et là, et ainsi de suite, je le raconte à chaque fois, mais l'utilisateur qui pourrit un réseau complet de sa société parce qu'il ouvre une facture free, première question qu'on lui pose, avez-vous un compte chez Free? Non. Bon, la logique aurait fait qu'on n'aurait pas dû ouvrir. Il a ouvert, c'est parti, c'était trop tard. Voilà, et donc ça, c'est ça, cette plateforme-là est là pour justement sensibiliser les utilisateurs à ça. Un petit point, faites attention, aujourd'hui, ça a un essor tout particulier, le SMS, parce que personne ne fait attention au SMS. Tout le monde pense que le SMS est garanti sur facture. C'est pas vrai. Vous recevez aussi maintenant, tous les numéros de portable sont dans des bases monumentales chez les hackers. Et vous recevez énormément de sollicitations par SMS avec des petits liens très courts. C'est facile à cliquer, ça s'ouvre tout de suite.
Voilà, faire très attention, c'est le mal en devenir qui peut pourrir le côté perso et le côté pro, comme on le disait juste avant, parce que la limite sur le téléphone portable, elle est souvent inexistante, voire même très inexistante. Encore plus dans les conditions actuelles. Donc en fait, on revient sur ce qu'on a dit la dernière fois, c'est-à-dire que le smartphone est un périphérique informatique, au même titre qu'un PC. C'est un ordinateur. C'est un ordinateur, on est bien d'accord. Donc, pour rebondir là-dessus, je parlais tout à l'heure des nouvelles, de ces sociétés-là qui sont en train de s'organiser. Donc j'imagine que vous, en tant qu'acteur et comme vous faites de la veille, j'imagine que vous devez regarder aussi peut-être voilà, on a vu des méthodes. Est-ce qu'au niveau des outils aussi, il y a des choses qui sont en train d'évoluer pour être beaucoup plus performantes? Alors, les outils évoluent tout le temps, ça c'est la base même de notre métier. Mais nous aussi, on a pris le parti d'essayer d'évoluer. On va partir sur d'autres générations d'outils, plus pensés différemment, donc plutôt filtrage applicatif utilisateur en premier, au-delà du simple firewall que la solution sait faire bien évidemment, mais aujourd'hui souvent les solutions, ce qu'on appelle du TM, filtrage et protection des entreprises, sont plus pensées on commence par filtrer les ports et les habitudes de travail, et après on fera du filtrage optique. On va essayer de prendre le revers de la médaille et de commencer par le haut, par ce qui pose problème, l'utilisateur, parce qu'il faut être réaliste. On a évoqué tout à l'heure, 80% c'était... Des problèmes viennent souvent d'une malveillance de l'utilisateur, qu'il n'a pas obligatoirement fait exprès. Faut pas dire que l'utilisateur a fait exprès de contaminer sa société. Souvent, il se fait avoir à son insu. Et là, le but, ça va être peut-être de prendre le problème dans le sens inverse, c'est d'aller protéger l'utilisateur final et de descendre dans les couches de protection pour évidemment faire la base que tout le monde doit faire. L'intérêt de partir dans l'autre sens, c'est de se rapprocher du comportement de l'utilisateur et de protéger au mieux l'utilisateur en étant le plus proche de lui et de sa gestion du réseau et de ses applications. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, on recentre tout sur l'humain finalement, et on travaille avec lui. Système du yo-yo, un coup c'est l'humain, un coup c'est pas l'humain, un coup c'est l'humain. Non, on revient dans l'humain. On revient toujours dans l'humain. Donc, finalement, la vie, ça n'arrête jamais. La vie est plutôt bien faite. Donc finalement, on revient vraiment à ça. Donc ce sera un peu la conclusion de cette émission spéciale. Donc merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Donc encore une fois, on voit que les choses vont évoluer de plus en plus et pas forcément dans le bon sens. Donc obligation pour les uns de se structurer pour pouvoir mieux répondre aux personnes qui sont en face, et puis obligation pour les opérateurs de services numériques de mettre en place des nouveaux outils pour accompagner tout ça. En plus, d'ailleurs, on commence à parler d'humain, mais on commence à parler d'intelligence artificielle. Donc, ce sera peut-être l'objet la prochaine fois d'un débat avec des spécialistes. En attendant, donc, on va faire une émission très prochainement. Ce sera le 19 mai. Cette fois-ci, c'est la bonne date. Le 19 mai, là, on va parler aux dirigeants d'entreprise, essentiellement. Petit rappel, 86% des sociétés ne sont pas assurées. D'accord, contre le risque lié à la perte d'exploitation en cas d'attaque cyber. Donc on va évoquer cette problématique-là qui est un vrai enjeu aussi. On verra dans toute la partie, non pas seulement technique, mais comment faire, comment vous accompagner aussi et qui peut vous accompagner et dans quel délai. Donc je vous donne rendez-vous le 19 mai et puis on fera une émission ensuite au mois de juin sur l'hébergement, mais on vous informera très prochainement de la date exacte. Merci à vous, passez une bonne journée et à très bientôt.